Bonjour tout le monde. Au dernier épisode, nous avons vu la crise agricole, la montée, en fait, le développement du commerce du bois. Nous avons vu aussi une nouvelle société qui va apparaître en 1810. Mais on est dans une situation où, à partir de 1815 jusqu'en 1830, on commence à avoir des crises assez majeures qui vont éclater. Alors, nous allons continuer à partir de ce moment-là. Nous allons parler aujourd'hui du libéralisme au Bas-Canada, des tensions qui existent au sein de cette société-là, à pas d'histoire, sans histoire. Il faut commencer par expliquer c'est quoi le libéralisme. Le libéralisme se définit de cette façon-ci. C'est une idéologie qui met de l'avant les valeurs de la démocratie, de l'égalité des droits, de la liberté d'expression, de la séparation de l'Église et de l'État, et bien sûr de l'individualisme de chacun. Alors, ce libéralisme-là, au Bas-Canada, va donner naissance à une autre forme d'idéologie qu'on va appeler le nationalisme canadien. Donc, une reconnaissance chez les Canadiens qu'ils forment une nation, c'est-à-dire un groupe ethnique, culturel à part des autres. Mais d'où vient, ou quelles sont les origines de ce nationalisme canadien-là? Ben, il y en a plusieurs. La première, c'est que au cours de la première moitié du 19e siècle au Bas-Canada, on considère que le système politique qui est en place, le parlementarisme, n'est pas une vraie démocratie dans son fonctionnement. Alors, je vous rappelle, le gouverneur, par exemple, par sa sanction royale, peut décider, par exemple, peut décider de ne pas accepter la mise en place d'un projet de loi pour en faire une loi. Donc, il a un droit de vie et une mort là-dessus. Ensuite, les idées libérales puis républicaines qui sont tirées directement d'une façon de penser chez les Britanniques, mais également les idées républicaines qui proviennent justement de la République qu'on appelle les États-Unis d'Amérique à l'époque. C'est une idée où le pouvoir qui est exercé par le peuple et non pas par un roi. Et donc, on veut se distancer justement de plus en plus de ce monarchisme-là qu'on retrouve dans l'Empire britannique. Il y a un mouvement aussi de libération nationale. On voit à travers, au cours de cette période-là, on voit dans plusieurs régions du monde des peuples qui décident de s'émanciper des empires coloniaux. Et on peut en nommer quelques-uns. Le Mexique, par exemple, qui était sous la domination espagnole. La Colombie, qui était sous la domination du Portugal, par exemple. En 1826, le Parti canadien va également se radicaliser. C'est qu'il va se porter de plus en plus à la défense des intérêts du peuple canadien, donc des francophones et des catholiques, et il va prendre le nom du Parti patriote. Donc, on va voir que ça sera quoi les incidences un peu plus tard. Et finalement, les journaux d'opinion au Bas-Canada vont se radicaliser également. Ils vont faire la promotion d'un peuple distinct des autres peuples du monde, c'est-à-dire celui des Canadiens et particulièrement les Canadiens français. Deux nationalismes se font face au Bas-Canada à cette époque-là, dans les colonies nord-américaines, particulièrement au Bas-Canada, c'est-à-dire le nationalisme canadien versus, ou contre, et sa rivale, on pourrait dire ça comme ça, le nationalisme britannique. Mais qu'est-ce qu'une nation? Avant de parler de nationalisme, il faut savoir c'est quoi une nation. Une nation, en fait, c'est une population qui va partager un même territoire, un sentiment d'appartenance à une culture bien précise, à une histoire aussi précise, à des institutions aussi qui sont communes. Alors, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est le Québec d'aujourd'hui. Le Québec d'aujourd'hui, on fait partie de la nation québécoise parce qu'on habite le territoire du Québec. Ensuite, on a un sentiment d'appartenance à notre culture, par exemple, qui va être une culture d'ouverture, une culture qui va faire la promotion également de la langue française et de la culture francophone en Amérique. Donc ça, c'est des points qui vont justement euh, qualifier, on pourrait dire, la nation québécoise. Et bien sûr, des institutions qui sont communes, des institutions où, quand on parle d'institutions, ça peut être des institutions politiques, ça peut être des institutions morales, des institutions culturelles, des institutions aussi financières. Par exemple,
que serait-ce le Québec? Je ne veux pas faire la promotion nécessairement d'une banque ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que le Québec serait s'il n'y avait pas le mouvement des jardins, par exemple, hein, qui est typiquement québécois? Et face à ça, c'est quoi le nationalisme? En fait, c'est un sentiment d'appartenance d'une population à une nation, justement. Donc, quand on a cette idéologie ou cette façon de penser-là qu'on fait partie de la nation québécoise, mais on est de nationalisme québécois. Alors, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Et justement, à cette époque-là, dans la première moitié du 19e siècle, bien, on retrouve deux nationalismes qui s'affrontent. Alors, le premier de ces nationalismes-là, c'est le nationalisme canadien. Donc, au début du 19e siècle, les Canadiens vont avoir une forme de sentiment que leurs droits et leurs traditions sont en danger face à l'omniprésence des Britanniques et des immigrants britanniques qui sont de plus en plus présents. Alors, ils vont avoir comme une espèce de conscience ou de vision que l'immigration britannique est devenue une véritable menace et qu'il va falloir faire tout ce qui est possible pour justement conserver notre culture, notre nation, la nation canadienne. Alors, il y a une forme de conscience que, justement, les Canadiens forment une nation ayant sa propre langue, sa propre culture, sa religion distincte, le catholicisme, qui est distincte des autres et qu'il faut la sauvegarder. Donc, pour la sauvegarder, il faut y aller avec, justement, des gestes qui vont être posés, particulièrement du côté politique. D'un autre côté, on a le nationalisme britannique. Un nationalisme qui est beaucoup plus impérial, beaucoup plus monarchiste, beaucoup plus royaliste. Donc, un sentiment d'appartenance à l'Empire britannique en tant que tel, à sa culture, à son régime politique. Et un exemple que je pourrais vous donner justement de cette présence d'impérialisme, finalement, c'est une forme d'impérialisme, c'est la colonne Nelson à Montréal. Donc la colonne Nelson qui va faire la promotion à cette époque-là, justement, de l'amiral Nelson, un grand militaire de la marine, là, finalement, britannique de cette époque-là, et qu'on voulait célébrer à Montréal. Le nationalisme britannique va aussi avoir un profond attachement à la métropole, à la mère patrie, de la façon qu'on va l'appeler. Hein. Alors, la mère patrie et à la monarchie. Donc, sentiment d'appartenance beaucoup au Royaume-Uni, mais également au symbole de la monarchie britannique de l'époque, c'est-à-dire la reine Victoria. Et la présence des Canadiens est vue comme une véritable menace. Donc, les Canadiens qui sont toujours en train, on va parler en bon québécois, qui sont toujours en train de chialer à cette époque-là, qui revendiquent une quantité de choses dont les Britanniques ne sont pas d'accord, notamment les lois civiles, notamment une présence beaucoup plus accrue des Canadiens au sein de l'appareil politique et économique, etc. Donc, ils voient vraiment les Canadiens comme une menace potentielle. Mais pourquoi, à partir de 1834 ou plutôt de 1830, dans ces environs-là, au Bas-Canada, on peut parler de division au sein du Parlement? Bien, un petit rappel historique. Depuis 1792, pardon, le système politique n'est pas une démocratie, une pleine démocratie. Alors oui, la population va voter pour des députés qui vont aller débattre et proposer des projets de loi à la Chambre d'Assemblée. Par contre, ce sont les deux conseils qui sont nommés par le gouverneur et le gouverneur lui-même qui possède des véritables pouvoirs. En effet, ce sont tous des gens qui sont nommés par soit le gouverneur ou soit le roi, la reine de Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni. Donc, ces gens-là possèdent le véritable pouvoir au sein de la colonie. Les députés canadiens, à cette époque-là, bon, on va avoir une première division au niveau du principe d'élection. Effectivement, donc, les députés canadiens vont dénoncer le favoritisme dont fait preuve le gouverneur de l'époque et critique le fonctionnement du parlementarisme depuis sa mise en place en 1792. Alors, ils sont pour la mise en place, en fait, d'une pleine démocratie, dans laquelle le pouvoir, le véritable pouvoir politique, va être détenu par les élus. Et donc, dans cette façon de voir les choses-là,
plusieurs principes qui vont découler de tout ça, plusieurs idées, plusieurs demandes, revendications, plusieurs solutions vont être proposées par les députés canadiens. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. De leur côté, les députés du parti du British Party, le parti des bureaucrates, donc le parti qui représente surtout les anglophones protestants, eux souhaitent le maintien du système parlementaire actuel, du moins celui qui est là depuis 1792. Pourquoi? Parce qu'ils en profitent. Hein? Ces gens-là, on s'entend, bien qu'il n'ait pas assez de députés, qu'ils n'ont jamais assez de députés à la Chambre d'Assemblée durant cette période-là. Alors, la majorité est toujours détenue par, on s'entend, les députés canadiens. Ben, les députés du Parti des bureaucrates, eux, sont ceux qui vont avoir le plus de représentants au sein du Conseil et qui vont avoir les faveurs du gouverneur. Et donc, qui vont détenir, au bout du compte, le véritable pouvoir au sein de la colonie. Ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir des tensions très exacerbées au sein de la colonie à ce sujet-là. Justement, au courant de cette période-là, le chef du Parti canadien et qui, à partir de 1826, va devenir le Parti patriote, est Louis-Joseph Papineau. Un avocat, un homme politique du Bas-Canada, un homme très connu, très charismatique, qui va réussir à faire valoir beaucoup ses idées au sein de ses compatriotes, au sein des députés du Parti canadien ou encore du Parti patriote, et qui va même réussir à convaincre certains membres du parti bureaucrate à changer, on pourrait dire, de côté ou de bord. Donc, ça va être quelqu'un de très charismatique. Il va proposer plusieurs idées, lui et bien sûr d'autres députés canadiens. Ben, ses propositions, c'est quoi? Ben, grosso modo, ses propositions, ses revendications vont être les suivantes. Il veut avoir un droit de regard de la Chambre d'Assemblée sur deux choses. Premièrement, sur la nomination des fonctionnaires, incluant ceux des deux conseils. En fait, les fonctionnaires en tant que tels sont toujours nommés par le gouverneur. Le gouverneur nomme les membres du conseil, nomme les hauts fonctionnaires de l'État, de la colonie, qui vont administrer la colonie. Et donc, Louis-Joseph Papineau et le Parti patriote veulent avoir un droit de regard là-dessus, parce qu'ils savent qu'au sein de la Chambre d'Assemblée, ils détiennent la majorité. Et donc, ils veulent, et vu qu'ils représentent le peuple, ils sont élus, ils veulent avoir un droit de regard sur la nomination des fonctionnaires. Pour pas que les fonctionnaires aient déjà un parti pris au départ. Hein. C'était ça l'idée, c'était pour faire en sorte que ce ne soit pas juste des amis du gouverneur ou du Parti des bureaucrates qui soient nommés à des postes importants au sein de la colonie. La deuxième chose qu'ils veulent avoir un droit de regard dessus, le Parti patriote va avoir un droit de regard dessus, c'est le budget. Alors, je vous rappelle, le budget est administré par le conseil exécutif. Le conseil exécutif n'a pas à rendre de compte à qui que ce soit, sauf au gouverneur. Et donc, les seuls qui sont au courant où l'argent de l'État ou de la colonie va, pour quel projet, etc., quelles en sont les dépenses, mais en fait, c'est le gouverneur et les membres du conseil exécutif. Ce qui ne fait pas l'affaire, en fait, de la Chambre d'Assemblée du Parti patriote parce que les taxes et les crédits sont votés par la Chambre d'Assemblée. Et donc, ils doivent, eux, rendre des comptes à la population. Ils ne peuvent pas en rendre parce qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, ils veulent avoir un droit de regard sur le budget. Et tout particulièrement qu'à cette époque-là, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il y a des rumeurs, hein, des belles rumeurs, où on dit que les amis du gouverneur, ce qu'on appelle la clique du château, qui font partie du conseil exécutif, du conseil législatif et le gouverneur lui-même et son bureau, ben, profiterait de cet argent-là pour se payer, on pourrait dire, des petits cadeaux. Et l'autre revendication, la deuxième revendication, en fait, que le Parti patriote met de l'avant, c'est la mise en place de la responsabilité ministérielle ou du gouvernement responsable. Principe qui existe déjà à l'époque au Royaume-Uni. Qu'est-ce que c'est en fait la responsabilité ministérielle, le gouvernement responsable? C'est que les membres du conseil exécutif ne sont pas nommés par le gouverneur, mais plutôt par le parti majoritaire
de la Chambre d'Assemblée. En fait, c'est le principe qu'on a aujourd'hui. Le premier ministre du Canada et ses ministres, d'où proviennent-ils? Bien, ce sont des députés de la Chambre des communes à Ottawa et c'est le parti qui est au pouvoir qui va les nommer. Et aujourd'hui, on s'entend, ça va être le chef du parti, puis le chef du parti va choisir ses ministres. Mais c'est un petit peu ça le gouvernement. En fait, c'est exactement ça le gouvernement responsable. Ce qu'il n'avait pas à l'époque, puisque le conseil exécutif est entièrement nommé par le gouverneur. Alors, il y a une grosse différence, et ça va être une des revendications, justement, de Louis-Joseph Papineau et du Parti patriote. Et là, ce qui est très important, et je le répète, on avait déjà ce principe-là au Royaume-Uni. Et alors, ce n'est pas une grande nouveauté. Et troisième revendication du Parti patriote, ça va être l'élection des membres du Conseil législatif. Ils veulent que le Conseil législatif ne soit plus nommé par le gouverneur, mais plutôt élu par la population. Alors, au cours de cette période de 1815 à 1834, quels sont les principaux débats? Le premier débat en tant que tel, c'est sur l'union des deux Canada. En fait, il va y avoir une proposition qui va provenir du Parti des bureaucrates qui va être le fait d'unir les deux Canada, de faire du Bas et du Haut-Canada un Canada uni en tant que tel. Cette proposition à la Chambre d'Assemblée va être bien sûr repoussée par le Parti canadien et ensuite le Parti patriote pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est qu'ils ne veulent pas que la population sans cesse grandissante du Haut-Canada, qui est entièrement ou presque entièrement anglophone ou de souche britannique, devienne majoritaire. Et la deuxième raison derrière ça, ben, c'est justement le deuxième débat, c'est celui sur les canaux maritimes. Alors, pourquoi? Parce que les canaux maritimes coûtent très cher au Haut-Canada et très peu cher au Bas-Canada, parce que la plupart des grands travaux vont être faits au Haut-Canada, justement. Et le Haut-Canada va devenir extrêmement endetté. On l'a vu dans un précédent épisode, 5 millions rendus en 1835-40. Donc, on est dans une période où le Bas-Canada ne veut absolument pas, n'est pas dans une position pour accepter ce genre d'union-là. Et en fait, il ne le sera jamais. Ça, il faut le dire directement. Deuxième grand débat, c'est le financement des canaux. En fait, les canaux maritimes coûtent très cher, il faut trouver de l'argent quelque part. Donc, les marchands britanniques du Haut-Canada veulent que le Bas-Canada paie une partie des canaux qui vont être construits au Haut-Canada. Par exemple, celui du canal Rideau. Bien sûr, les députés du Bas-Canada vont s'opposer à ça, ils n'en voient pas l'intérêt, ils se demandent beaucoup, puis avec raison, pourquoi l'argent du Bas-Canada servirait à payer quelque chose d'une autre colonie en tant que telle, et donc vont s'opposer, ils vont même proposer plutôt d'investir dans l'économie locale, que ce soit le commerce du bois, l'agriculture, le développement des premières petites manufactures, etc. Donc, voilà. Et le dernier grand débat dont on va parler aujourd'hui, en fait, c'est la question des subsides. Qu'est-ce qu'un subside? Bien, un subside, grosso modo, c'est une somme d'argent qu'un gouvernement va voter à la fin d'une année financière pour payer les dépenses excédentaires. Donc, les dépenses qu'il n'est pas capable de boucler avec le budget qu'il avait déjà voté il y a un an. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les subsides. L'affaire, c'est que depuis 1815, à chaque année, le gouverneur va approcher la Chambre d'Assemblée pour pouvoir boucler son budget et donc va demander à la Chambre d'Assemblée de voter des subsides, donc une somme d'argent supplémentaire justement pour boucler son budget. Bien sûr, les membres du Parti canadien, n'ayant pas accès au budget, ne savent pas si ces subsides-là vont réellement servir à couvrir des dépenses qui étaient absolument nécessaires et non pas ces dites rumeurs de petits cadeaux du gouverneur et des deux conseils. Et donc, en échange, les députés du Parti canadien, dont Louis-Joseph Papineau, vont vouloir avoir, en échange du vote de ces subsides-là, un droit de regard sur le budget. Et devinez quoi? Le gouverneur va refuser.
Et voilà qu'est-ce qui met fin à cet épisode de Pas d'histoire sans histoire. Alors j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça va vraiment m'aider à savoir si vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, que ce soit de sujets ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Un petit commentaire, je vais tous les lire. J'en ai pas beaucoup jusqu'à présent, on s'entend, vu que ces épisodes-là, pour l'instant, s'adressent tout particulièrement à mes élèves. Mais si vous êtes un de mes élèves, n'hésitez pas, petit commentaire, ça me fait toujours, toujours plaisir. Alors, d'ici le prochain épisode de la semaine prochaine, ben, passez une belle semaine et on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde.